une trace. Il me semble. Alors, écoute, normalement, ça devrait être bon. Je dis bien normalement. Bon, parfait. Tu me dis si tout est OK pour toi. Pour moi, a priori, ça marche. OK, génial. C'est super. Bonsoir Eliane. Bonsoir Mariam, je vérifie juste que effectivement ça donne quelque chose. Oui, je te laisse regarder. Logiquement, ça devrait. Mhm. Oui, a priori, ça a l'air de diffuser. D'accord. Super. Bon, eh bien, écoute, normalement, pour moi, tout est bon. Je te laisse gérer la présentation. Donc, j'accepte l'enregistrement et c'est parti. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Ceux qui sont dans mon groupe, comme je vous l'avais annoncé, c'est la fin de l'année 2022. On est ensemble avec Eliane. Donc, je vous présente Eliane de l'agence Phoenix Coaching. Eliane est dans le domaine de l'accompagnement. Elle accompagne des porteurs de projets au sein de son cabinet et elle leur donne des conseils, elle les accompagne tout au long de leur projet de création d'entreprise. Donc, merci Eliane d'avoir accepté cette invitation Mais de et rien. je vais te laisser te présenter. Merci, merci Marianne de m'avoir offert cette possibilité. En fait, donc effectivement, moi je suis Eliane Boudon et j'interviens comme coach en autonomie relationnelle et comportementale auprès des porteurs de projets et des entrepreneurs, donc pour les amener à trouver l'autonomie qui leur convient dans la création de leur projet ou dans la création dans la poursuite en fait de l'activité de leur entreprise. Voilà, en gros, ce que je peux dire. Super. Alors, pourquoi ce live ce soir? Tout simplement parce que tu sais qu'au sein du groupe que j'anime en ce moment, à destination des réflexologues et des praticiens, souvent la question revient de comment créer son entreprise, vers qui se tourner pour avoir les bons conseils, pour être bien accompagné. Et compte tenu que nous, on s'est rencontrés dans le cadre de nos formations autour du développement personnel, c'est tout simplement logique que j'ai pensé à toi. On pense réseau. Et du coup, suite aux différents échanges qu'on a eus, je pense que c'était intéressant que tu viennes et que tu interviennes au sein de ce groupe. Parce qu'il y a des personnes avec qui j'ai échangé qui veulent créer leur entreprise en 2023, donc des réflexologues. Et c'est vrai que créer une entreprise, c'est pas que aller sur internet et s'enregistrer. Du coup, j'ai fait appel à toi et à ton expertise, du coup, pour que tu puisses vraiment nous donner les clés à destination des réflexologues pour qu'ils puissent sortir à la fin de cette présentation avec des informations claires et simples pour se lancer et créer leur entreprise. Ok, écoute, on va essayer de faire le maximum pour apporter effectivement quelques clés et quelques informations. Déjà, effectivement, comme tu le disais, je reviens dessus, créer son entreprise, tout du moins pour tout ce qui va être profession non réglementée et en particulier paramédicale, donc je pense aux réflexologues et toutes les médecines un petit peu paramédicales, les ostéopathes, etc., mais particulièrement les réflexologues. Vous avez généralement un statut qu'on appelle un statut de profession
libérale et tout en étant profession libérale, on peut avoir plusieurs statuts en fait. On peut soit être effectivement, et on va y revenir, on peut être en entreprise individuelle. On peut également rentrer au sein de certaines structures, cabinets médicaux, etc., mais en tant que particulier profession libérale, en fait, et donc ce sont des regroupements. On peut également aussi être amené à un ou à plusieurs à intervenir ou à créer des sociétés commerciales comme des SAS ou des SASU ou des SARL. Pour aujourd'hui, moi, je pense que quand on sort de l'école, en fait, ou quand on sort de formation et qu'on veut s'installer, le plus simple au départ, c'est vraiment l'entreprise individuelle. Elle est intéressante dans les premières années parce que c'est vrai que, comme tu le dis, créer une entreprise, c'est pas que s'immatriculer, qu'aller faire une déclaration sur Internet. C'est aussi au départ savoir en fait dans quel domaine on veut pratiquer. Donc réflexologue, je crois, d'après nos échanges, effectivement, qu'il y a plusieurs secteurs. Enfin, on peut faire le dos, il y a l'oncologie, il y a différentes. Donc au départ, c'est déjà un choix, parce que je pense qu'il doit être assez difficile de pouvoir dire je suis réflexologue et je couvre l'intégralité de la palette en fait des secteurs possibles. Donc déjà faire le choix. Mais la première des choses quand on sort de l'école et avant de passer sur l'entreprise individuelle, je crois que c'est une chose qui est très très importante à faire comprendre, c'est qu'il faut se créer un réseau. Parce que oui, l'école vous dit quoi? L'école vous dit les réflexologues, les ostéopathes, etc. On en manque, il n'y a pas de problème, vous avez du boulot. Ben oui, c'est bien, c'est vrai qu'on en manque. C'est vrai qu'il y a du travail. Mais c'est vrai aussi que si vous n'êtes pas connu, on ne viendra pas vous chercher. Tout à fait. On ne viendra pas vous dire eh oh, j'ai vu que tu viens de t'installer comme réflexologue, j'ai besoin de toi. Vous allez avoir besoin de vous faire connaître. Vous allez avoir besoin de vous faire connaître, auprès des autres praticiens, parce que c'est eux au départ qui vont être votre réseau. Peut-être que vous avez intérêt dans un premier temps, et je prends quelques minutes à Marianne là-dessus, parce Bien que sûr, je t'en prie. Très, très important. Peut-être dans un premier temps sortir de l'école, commencer à travailler en clinique ou en hôpital, parce que c'est là que vous allez trouver les bases de votre réseau. C'est là que vous allez trouver les bases des médecins, des infirmières, des ostéos, des kinés, enfin de tout ce qui gravite autour du milieu médical et qui va effectivement pouvoir déjà, juger de votre pratique, deux, voir comment vous travaillez, quelles sont vos relations avec les patients, trois, commencer à parler de vous, à s'intéresser à vous. Et c'est là où vous créez le réseau. Un réseau, ça se crée quand même à minima en 6 mois, si ce n'est en 2 ans. Donc, il ne faut pas dire que je sors de l'école, je m'inscris et c'est bon. Ce n'est pas vrai. Non, franchement, ce n'est pas vrai. C'est faux. Après, effectivement, une fois qu'on commence à avoir le réseau, qu'on commence à avoir pratiqué un petit peu, la deuxième chose qui est importante avant vraiment de s'installer, c'est peut-être de travailler sur sa posture. Sur la posture de praticien, c'est-à-dire sur la distance, en fait, quelque part, que vous allez mettre la distance que vous allez mettre entre vous et les patients. Donc, vous ne serez pas dans la sympathie, vous ne serez pas dans le cocooning du patient, vous serez dans l'empathie. Mais ça, c'est une posture qui se travaille. Si vous êtes trop proche du patient ou pas assez cher aussi, ça arrive, on dira celui-là, ou il n'y connaît rien, ou de toute façon, ce n'est pas la peine parce que ce qu'il fait, c'est zéro. Ou vous êtes trop cher et on dira, on n'a pas les moyens. Donc, financièrement parlant, il faut déjà savoir combien on va demander. Savoir aussi que, bien souvent, le patient, il fait aussi la relation entre votre posture et ce que vous savez faire. C'est inconscient, mais un praticien qui n'a pas la bonne posture pour rassurer son patient, il va automatiquement se mettre en échec vis-à-vis de lui et vis-à-vis de la recommandation qu'il va pouvoir avoir. Voilà, ça c'était vraiment les premières choses que je voulais signaler. Effectivement, ce n'est pas tout à fait dans le cadre de l'entreprise individuelle, mais je pense que quand on commence à se lancer dans une entreprise, toutes ces questions-là sont fondamentales à voir au préalable.
vraiment Bien sûr. fondamental. Mm. Parce que C'est vrai. beaucoup vont dans le mur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps, justement, de savoir ce qu'on veut faire. Une fois qu'on a toutes ces postures-là, vient le choix, effectivement, quel statut, dans quelles conditions je vais exercer. Et Oui, donc, pour ce soir, pour ce webinaire, on a décidé de vous donner quelques clés sur, effectivement, l'entreprise individuelle, ce qu'on appelle aussi, ce qu'on a appelé la micro-entreprise ou l'auto-entreprise. Donc, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que au départ, nous, quand on sort de l'école, eh ben, on s'inscrit en tant que micro-entrepreneur, donc micro-entreprise, auto-entreprise. Maintenant, c'est entreprise individuelle et c'est le premier pas dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est vrai que on peut être dans différentes situations. La personne qui a un emploi à côté et qui décide de faire une transition de carrière et de s'installer en tant que praticien. Et du coup, au départ, elle va le faire dans le cadre d'une complémentarité, donc d'une activité complémentaire, mais ça n'empêche pas qu'elle sera quand même à la tête d'une entreprise puisqu'elle va s'enregistrer. Et il y a ceux qui décident de créer leur entreprise en tant que praticien pour en faire un métier d'avenir. Donc, c'est vrai que, et là, tu le précises très bien, la posture est super important, comme la présentation, comme le projet, comme savoir à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on propose, quelles problématiques on est censé pouvoir aider ou améliorer. Et je pense que tout ça, dès le départ, ça doit être défini, effectivement, et tu fais bien de le rappeler. ok, merci. Donc maintenant, bien, on va peut-être passer effectivement sur les avantages et les inconvénients donc, de cette fameuse entreprise individuelle, donc de cette micro-entreprise devenue entreprise individuelle. Et pour ça, je vais peut-être me permettre de partager effectivement quelques slides. Oui, je t'en prie. Ok, donc euh, juste 2 petites secondes que j'aille. Euh, Alors du coup, c'est vrai que toi, vu que tu accompagnes déjà pas mal de personnes, est-ce que tu peux nous dire, quelles sont, est-ce que les problématiques que je t'ai soumises, est-ce que tu les retrouves toi aussi au sein de ton cabinet? Ah, mais complètement. De toute façon, en plus, ce sont des problématiques que l'on va retrouver matériellement pour tout ce qui est les porteurs de projets et tout ce qui est les premières créations. C'est-à-dire que tout ce que l'on vient d'évoquer, le fait de se créer un réseau, de savoir ce que l'on veut faire et de savoir en fait quelle personne on veut accompagner, etc., on le retrouve dans tous les domaines. Bien souvent, on se lance en disant chouette, je sais faire, j'y vais. Mais il faut voir qu'il y a quand même énormément de choses derrière qui sont importantes et qui viennent effectivement chercher quelque part la possibilité de la réussite ou pas. Parce que toutes ces avant-préparations, c'est en fait le fondement pour pouvoir lancer quelque chose qui va tenir. D'accord. Donc ce que tu nous dis, toi, c'est que quand les personnes viennent te voir pour te soumettre un projet, pour avoir, tes conseils, tu constates au départ que, bah, il y a pas les fondations, en fait, où la Très, très personne Oui, absolument. Très, très souvent, ces fondations-là, elles sont un petit peu éludées parce qu'on veut vite aller à la création. Mais j'ai souvent tendance à dire qu'aller vite à la création, c'est comme être sur le toit d'une tour du 200e étage et se jeter dans le vide sans parachute. Si tu n'as mmh, pas pris conscience des obligations qu'il va y avoir et de ce que tu vas devoir investir dans ton entreprise, c'est comme si tu n'avais pas de parachute et quand tu arrives au niveau du béton, bah, c'est plus du jusqu'ici tout va bien, c'est au secours, je me crache. effectivement, oui, 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 c'est super intéressant ce que tu dis là,
parce que c'est vrai que nous, on a, comme je l'ai énuméré juste avant, on peut avoir différents cas de figure. Il y a les personnes, comme je t'ai dit, qui peuvent, là je parle pour les réflexologues, hein, qui peuvent soit vouloir faire ça en activité complémentaire, mais ils ont déjà un pied dans le bien-être, si je puis dire, parce que bah, c'est déjà quelque chose qui les passionne, ils Mhm. sont déjà au contact des personnes. Et il y a ceux qui développent de chez eux, et il y a ceux qui vont développer, c'est-à-dire s'installer, monter un vrai projet et même aller rejoindre des cabinets médicaux, paramédicaux et se confronter à d'autres professionnels. Absolument. Absolument, c'est exactement ça. Et par contre, quand tu prends effectivement le temps de mettre ces fondations-là, de savoir aussi quelle identité d'entrepreneur tu veux être, pour savoir quelles sont les valeurs que tu vas mettre dans ton entreprise, comment tu vas t'y prendre, comment tu vas gérer ta posture. Alors je dis pas que c'est un gage complet de réussite, mais ça donne quand même beaucoup plus de chances de pouvoir effectivement asseoir une entreprise et de pouvoir avoir plus de chances de pouvoir tenir et développer. Parce que Dieu sait que dans le monde de l'entrepreneuriat, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Oui, et comme ça, là, juste par curiosité, bon, je sais que toi, ça fait un petit moment que tu es déjà dans le milieu, mais juste pour bah, les personnes et puis les membres de mon groupe, euh, selon toi, qu'est-ce qui fait que le projet d'une personne n'arrive pas à terme? Et est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans la situation où ben, tu expliques à la personne que compte tenu de la faiblesse du projet, heu, avoir l'honnêteté de dire à la personne: «Écoute, je pense que, il y a des choses à revoir avant d'aller à la création», par exemple. Bah, bien sûr, de toute façon, c'est le rôle aussi d'un coach. Alors, non pas de donner effectivement des solutions, mais de faire prendre conscience, il y a des fois, de certaines faiblesses, etc. Il y a des faiblesses que l'on peut travailler, et puis il y a des choses où effectivement, il faut un petit peu reculer, retravailler le projet, revoir effectivement les besoins ou les valeurs, etc. Mais oui, oui, c'est arrivé, effectivement. Et certains, effectivement, ont retravaillé et sont arrivés à créer. Et il y en a d'autres qui, effectivement, ont fini par prendre simplement conscience et dire oui, là, ça va pas. Et je me rappelle, par exemple, d'une personne que j'avais coachée juste comme ça, qui voulait Mmh. faire effectivement alors, c'était pas de la réflexologie, effectivement, c'était la création d'un site internet de vêtements, de création de vêtements à la demande, en fait, et en circuit court. Donc, avec des D'accord. besoins absolument énorme au niveau matériel. Il OK. fallait quand même des locales de stockage, il fallait un créateur, il fallait un site internet, etc., etc. Et quand on a fait la totale de son projet, elle me dit de toute façon, je vais y arriver. J'ai mis de côté 3 000 euros, ça va me suffire. Mais non, il faut aussi avoir comment dire, avoir un petit peu la notion des choses. Et Mmh. effectivement, cette personne-là, bah, après discussion, bah, elle est revenue me voir en me disant, écoute, je vais revoir le projet parce que effectivement, c'est pas possible. Mais il y avait un tas d'éléments qu'elle avait Mmh. pas pris en compte. Ouais. Ouais, ouais, Et ouais. qui Mais le ça gagent. c'est super ce que tu dis là parce qu'effectivement, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir accès à des professionnels qui puissent nous guider, nous mettre face à la réalité aussi. Et je prends mon cas à moi personnel, où effectivement ça a été, les montagnes russes, tant sur le parcours qu'au niveau émotionnel. Et c'est vrai que, et c'est pour ça aussi qu'on lance cette initiative d'un webinaire, c'est que, beh, on peut éviter des catastrophes aussi, quoi. Tant sur le plan, émotionnel, personnel et puis financier aussi. Parce qu'un Émotionnel. un projet qui est mal évalué, ça peut coûter cher. Ça peut coûter très cher et ça peut coûter très cher. Alors, on ne parle pas forcément uniquement au niveau financier. Ça peut coûter très cher aussi en temps, en Bien investissement, sûr. en santé, en En stress, énergie, ouais. Mmh. en énergie. Mmh. Parce que quand c'est mal engagé,
bah, soit pour redresser la barre, soit il faut beaucoup d'énergie, soit effectivement c'est mal engagé mais on ne s'en rend pas compte et on dépense un maximum d'énergie là où en fait si on avait fait un petit peu autrement on aurait pu gagner du temps, de la santé, de la tranquillité. C'est vraiment, c'est vraiment des prises de conscience et ce sont des prises de conscience qui sont beaucoup pensent pouvoir le faire seuls. Moi, je dis qu'éventuellement, quand on crée vraiment quelque chose qui veut marcher, il faut à tout le moins avoir quelqu'un avec qui on peut en parler, à qui on peut exposer le projet pour faire le point. Parce qu'en parler et le créer tout seul, on finit par tourner en boucle. Et en fait, on a toujours la même optique, toujours la même façon de voir. C'est juste ce que tu dis, oui. Oui, oui, des fois, on a la tête dans le guidon non seulement la tête dans le guidon, mais en plus, il y a des fois, on a uniquement le même axe, on a notre axe de vue sur le projet. Oui. Le confronter à l'axe de vue de quelqu'un d'autre, ça permet de changer d'objectif pour pouvoir prendre du recul. Génial. Ah, merci pour ces petits tips, Eliane. Franchement, j'espère que les personnes, j'en pense à 2-3 là, qui ont prévu de lancer leur entreprise en 2023. J'espère que ça leur parle et que ça va vraiment les aider. Les aider et vraiment merci pour ça. Ben, j'espère. Alors maintenant, tu vas nous expliquer du coup les différents statuts et comment faire et surtout quel, 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 quel statut nous conviendrait le mieux au démarrage et puis sur le long terme aussi. Alors, sur le long terme, après, c'est vrai que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut, même en étant profession libérale, on peut non réglementer, j'entends, parce que c'est différent pour les professions réglementées, on peut effectivement avoir accès à pas mal de formes, en fait, d'exercice, pas mal d'entreprises, pas mal de statuts juridiques d'entreprise. Donc, prendre tous les statuts aujourd'hui, je pense que ce serait fournir une masse d'informations qui vont en fait plus perdre les gens qu'autre chose. Ah oui, 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 oui. Simple mais efficace. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je propose effectivement de vous donner un petit peu les avantages et les inconvénients de l'entreprise individuelle, donc le I, qui est le nouveau nom en fait de l'ancien statut de l'auto-entrepreneur. Exactement. Voilà, donc étant Je te précisé. laisse la main. Merci. Étant précisé, je dois juste le dire avant de commencer, que moi, je ne suis pas juriste, donc ce que je sais, je le transmets. Par contre, si vous voulez effectivement aller beaucoup plus profondément et vraiment voir si vous avez la capacité de pouvoir installer, etc., je vous invite malgré tout à prendre contact après, une fois que votre décision sera prise, avec vraiment un professionnel qui, lui, sera apte au niveau juridique, etc., à vous donner toutes les indications et vous éviter de vous retrouver dans le mur. Exactement, en fonction de la situation au cas par cas. Tout à fait. Tout à fait. Parce Absolument. que chaque situation peut changer et être Absolument. différente. Ouais. Absolument. Donc, aujourd'hui, effectivement, comme on le disait, l'auto-entreprise ou la micro-entreprise est devenue une entreprise individuelle. Alors, juste, Eliane, si je puis me permettre, on ne voit pas ta présentation à l'écran. Ah bon, pourtant j'ai partagé. Bah, Je vais écoute, arrêter le partage et vous lancer alors. Excuse-moi. ouais. Non, non, il n'y a pas de souci. Je vais C'est les partager. joies du direct. Est-ce que c'est bon? Parfait. Ok. Impeccable. Donc, Merci. je t'en prie. Donc, je disais entreprise individuelle, avantages et inconvénients. Donc, il y a pas mal depuis quelque temps, effectivement, on entendait parler d'auto-entrepreneurs, auto-entreprises, micro-entreprises. Et on a aujourd'hui, ces deux statuts sont devenus en fait entreprises individuelles. Avant, on pouvait effectivement s'inscrire comme auto-entrepreneur et on facturait juste avec le nom, etc. Aujourd'hui, on a une obligation légale qui est d'inscrire sur tous les documents administratifs de l'entreprise que vous pourriez créer en entreprise individuelle, on est toujours en entreprise individuelle, la mention EI, qui veut dire entreprise individuelle. Et quand je dis sur tous les documents, ce sont les cartes de visite, les factures, les devis, les courriers, enfin,
partout, en fait, où vous devez mettre l'identité de votre entreprise, vous devez avoir cette indication EI ou entreprise individuelle. Et ça, c'est légal. Si vous ne l'avez pas, ce sont des risques d'amende. Donc, aujourd'hui, les gens qui peuvent bénéficier du statut donc, de profession libérale et se mettre donc en entreprise individuelle sont des gens qui n'exercent pas d'activité commerciale, artisanale, industrielle, agricole ou réglementée. Le cas des réflexologues, effectivement, vous n'entrez dans aucune de ces cases-là. On est bien d'accord. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, d'avoir le statut de profession libérale, qui est un statut, et de pouvoir exercer en entreprise individuelle. Donc, le statut de profession libérale, c'est ce qu'on appelle le statut de travailleur non salarié, TNS. Travailleur non salarié qui veut dire qu'en fait, vous faites votre propre rémunération et vous bénéficiez de l'intégralité. Enfin, vous pouvez user et utiliser l'intégralité des factures, des prestations que vous percevez. Dans les entreprises individuelles, on a des cumuls d'activités, c'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs activités. Il y en a certaines qui sont acceptées, il y en a certaines qui ne sont pas acceptées. Vous ne pouvez pas cumuler votre activité d'entreprise individuelle, d'une entreprise individuelle, avec une autre entreprise individuelle. Vous ne pouvez pas en avoir deux en même temps, en fait. Oui. Pourquoi ? Parce que l'entreprise individuelle va être immatriculée, va avoir un numéro d'immatriculation. Sauf, effectivement, à ce que ce soit une filiale ou autre chose, mais ça, c'est encore plus compliqué. En entreprise individuelle, individuel veut dire une personne, une entreprise, une activité. Donc, vous ne pouvez pas les cumuler parce que vous ne pouvez pas bénéficier en fait de deux numéros d'RCS en tant qu'individuel. Exact. D'accord. Je vous l'ai noté là, effectivement, c'est un petit peu plus complexe et on y reviendra si on fait d'autres webinaires sur d'autres statuts de société. Si vous êtes gérant majoritaire d'une SARL, c'est-à-dire si au sein d'une SARL, vous bénéficiez de la majorité, ce qu'on appelle des parts sociales, c'est-à-dire de la majorité en fait de l'entreprise. Vous ne pouvez pas cumuler une entreprise individuelle avec ça. Vous ne pouvez pas non plus, mais je suppose qu'il y a peu de réflexologues, et encore, allons savoir, ce n'est pas évident, si vous êtes des artistes, si vous avez le statut d'artiste qui est reconnu donc dans les spectacles vivants, vous ne pouvez pas cumuler avec une entreprise individuelle. Par contre, vous pouvez avoir une entreprise individuelle et vous pouvez l'accumuler avec une SARL si vous ne possédez pas la majorité des parts de cette société. Vous pouvez à côté créer cette entreprise individuelle. Vous pouvez également la créer si vous êtes un dirigeant de SAS ou de SASU, parce que les deux statuts ne sont pas les mêmes. On y reviendra, c'est un petit peu plus complexe. On y reviendra plus tard. C'est la SAS ayant un statut d'assimilé salarié, c'est-à-dire qu'on les considérait comme des salariés indépendants, en fait, et non pas comme des travailleurs non salariés. La différence est là. Ok. C'est intéressant, c'est important de connaître tous ces détails. Enfin, déjà là, c'est la base, quoi. Absolument. Après, quand vous avez un statut de salarié, vous pouvez effectivement à côté cumuler avec une entreprise individuelle. Il n'y a rien qui vous l'interdit. Oui, c'est le cas. Moi, j'ai été dans ce cas-là pendant au tout début de mon installation. Hein. J'avais une activité de salarié et j'ai lancé la création de mon entreprise en parallèle. Donc, effectivement, il n'y a pas de problème. Donc, salarié, voire chômeur indemnisé. Aussi, effectivement.
on peut être, on peut avoir… Chômeur indemnisé, vous pouvez également, à côté, créer une entreprise individuelle. Ça, c'est permis. Mmh, mmh, mmh. Les seules limitations sont effectivement réservées aux fonctionnaires. C'est ce que je mets dans le slide que vous voyez. Oui, Fonctionnaires, assimilés fonctionnaires dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'ils peuvent la créer s'ils obtiennent l'accord de leur hiérarchie pour. exact. Et Euh, oui, parce que là, il faut bien regarder le contrat de travail, s'il a le droit de… Absolument. Pour les fonctionnaires, logiquement, c'est une exception, ils n'ont pas le droit. Les assimilés fonctionnaires, je pense par exemple aux salariés Pôle emploi qui sont assimilés fonctionnaires. D'accord. Ils ont des clauses dans leur contrat qui disent qu'ils peuvent le faire, sauf à ne pas être concurrents de l'organisme dans lequel ils sont et deuxièmement, avec l'accord de leur hiérarchie. Et tout ce qui est les professions réglementées, effectivement, qui sont soumises en fait à un cadre, à un ordre. Et là, effectivement, on peut avoir concurrence et il y a une impossibilité de pouvoir cumuler avec une entreprise individuelle. Oui, c'est effectivement le cas des… ouais. Voilà. Super, c'est super intéressant, franchement génial. Donc, les caractéristiques de l'entreprise individuelle, c'est une entreprise qui n'a pas la qualification de personne morale au sens de la loi. Je m'explique. Avoir la qualification de personne morale, c'est en fait avoir une identité personnelle et particulière. Une société, une SAS par exemple, va avoir une… comment je peux dire ça? Va avoir en fait une capacité de personne morale, c'est-à-dire qu'elle aura la capacité de faire des actions pour le bien de la société qui n'entraîneront pas la responsabilité de celui qui l'a créée. Une société, une SAS par exemple, va avoir le droit de souscrire un contrat avec un fournisseur. Est-ce que je suis claire? Une société commerciale va avoir le droit de souscrire un contrat avec un fournisseur. Si la société commerciale ne paye pas son fournisseur, elle va avoir des conséquences, mais qui seront uniquement circonscrites à la société et aux biens qu'elle aura accumulés. Par contre, les associés de cette société, enfin, sauf en allant très loin, mais dans un premier temps, les associés de la société, eux, ne seront pas impactés sur leur propre patrimoine. D'accord, ok. Okay. L'entreprise individuelle, à contrario, vous avez, enfin, votre patrimoine, en fait, est responsable de vos dettes. Ça veut dire que si vous vous installez et que vous ne payez pas un crédit, bref, une dépense que vous avez souscrite, même dans le cadre de votre société, si jamais il y a une exécution, on viendra vous prendre sur vos biens, sur ce que vous avez accumulé qui est à vous. On pourra vous prendre votre maison, on pourra vous prendre votre voiture, etc. Effectivement, c'est pour ça que depuis janvier 2022, il y a la possibilité mais de faire une déclaration d'insaisissabilité pour la protection, pour effectivement, protéger de son… certains biens, Mhm. sauf que il faut quand même noter que cette déclaration d'insaisissabilité, elle ne se fait pas comme ça maintenant, elle est demandée par notaire. Donc, ce sont des frais en plus. Eh oui. Voilà. Mhm. Et Donc, donc, on est encore, encore une fois, on voit bien qu'on est dans quelque chose de concret et qu'il y a des règles et qu'il faut les connaître. Oui, oui. absolument. Et donc, les entreprises, effectivement, l'entreprise individuelle, en tout état de cause, ce n'est pas un statut juridique, c'est-à-dire que ce n'est pas une société commerciale, c'est juste un statut fiscal parce que vous allez être reconnu entreprise individuelle au niveau des impôts et social puisque vous allez payer des cotisations effectivement au niveau de l'URSSAF, etc. Mais vous n'avez pas de statut juridique réel. C'est vraiment un statut hybride, un statut qui est un petit peu composé pour
permettre à beaucoup de gens de pouvoir avoir, je dirais, un job en plus quelque part. Voilà, mais ce n'est pas vraiment cadré au niveau légal. Donc, les petits avantages de notre entreprise individuelle quand on veut effectivement commencer à s'installer, c'est d'une part que vous n'êtes pas obligé de recourir à un comptable comme quand vous ouvrez une société commerciale. Vous n'avez pas, enfin, jusqu'à un certain point, mais vous n'avez pas d'obligation de recourir effectivement à un comptable. Vous avez une déclaration d'ouverture qui se fait relativement simple puisqu'elle se fait par Internet. Attention quand même, puisqu'à partir du 1er janvier 2023, c'est l'INPI, c'est le guichet unique de l'INPI qui centralisera l'intégralité des déclarations d'ouverture de sociétés, quelles qu'elles soient d'ailleurs, entre autres. Et pour avoir été voir le site de l'INPI, ils demandent quelques attestations qui sont à faire sur papier blanc, mais c'est un petit peu plus cadré maintenant qu'en fait juste la déclaration qu'on avait à faire avant sur le site de l'auto-entrepreneur.fr, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est bien ça, oui. Ensuite, pour une entreprise individuelle, toutes les sommes que vous allez percevoir au niveau des facturations, vous allez avoir à régler dessus une cotisation URSSAF. L'avantage, c'est que quand vous ne percevez rien, vous n'avez rien à régler. Autrement dit, vous ne réglez des cotisations URSSAF que sur le montant des encaissements que vous faites. Oui. Okay, c'est clair? D'accord. Non, je demande ça parce que comme j'ai partagé mon écran, en fait, je n'étais plus en visuel. Donc, c'est forcément évident. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est bien clair. Et ensuite, dernier avantage qui est quand même assez intéressant, vous bénéficiez d'un régime dérogatoire à la franchise de base de la TVA. C'est-à-dire que jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires, vous n'avez pas à facturer à vos clients la TVA de 20% sur vos prestations. Si vous dépassez effectivement le seuil qu'on va voir un petit peu plus loin, vous aurez à régler le montant de la TVA. Ce sont les principaux avantages que l'on va avoir sur l'entreprise individuelle. Oui, donc ça reste quand même relativement simple. Relativement simple, absolument. Pour quelqu'un qui débute, ça reste effectivement relativement simple. Alors, qui dit effectivement avantage, dit obligation et derrière inconvénient. Hein, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de feu sans fumée. Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu, plutôt. Les obligations sur une entreprise individuelle, c'est l'obligation de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel dédié à l'activité. Même si les revenus que vous allez tirer de cette entreprise individuelle vont être considérés comme des revenus et vont s'ajouter à vos revenus perso, en fait, l'activité en elle-même demande la séparation des revenus et donc d'avoir un compte professionnel particulier dédié à votre activité. Pourquoi? Parce qu'il permet à l'URSSAF, en cas de contrôle, de pouvoir remonter la trace des encaissements. En particulier. Aujourd'hui, la galère, c'est qu'effectivement, les banques demandent généralement pourquoi vous voulez ouvrir un compte. Et donc, automatiquement, les banques vont vous mettre des comptes professionnels, ce qui veut dire qu'il y aura automatiquement des frais de gestion mensuels à régler. Oui, effectivement. Voilà, ça c'est encore une avancée des banques un petit peu particulière. Ensuite, vous aurez effectivement l'obligation, mensuellement ou trimestriellement, de faire une déclaration à l'URSSAF sur le montant des encaissements que vous aurez perçus pour le mois considéré. Petite précision, même si vous avez un encaissement à 0, il faut faire la déclaration URSSAF. Pourquoi? Parce que si vous ne la faites pas,
vous êtes, comment dire, vous allez être sanctionné Mm. par une pénalité de 51 euros en cas de retard ou de non-déclaration, quel que soit le montant de votre chiffre d'affaires. Oui, exact. Mais Exact, exact. attention, Oui, oui. j'ai bien dit la déclaration URSSAF sur le montant des encaissements, pas des facturations. Oui. Et beaucoup confondent ça. Justement, c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus. C'est vraiment sur les montants que vous aurez perçus. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner des précisions justement pour que ce soit clair dans la tête des personnes et de faire la distinction entre montant des encaissements et montant des facturations, de la facturation? Bah, la facturation, en fait, c'est De manière simple comme ça, en quelques mots. oui, mais bon, même que ce soit réflexologue ou une autre entreprise, quand Mhm, vous faites une prestation, vous émettez une facturation en disant voilà, j'ai fait telle prestation, ça vaut tant, et vous mhm, l'envoyez à votre client. mhm. D'accord? Le montant de toutes ces factures, les montants que vous allez demander, sont égaux au montant du chiffre d'affaires que vous faites, c'est-à-dire le montant de ce que vous avez demandé à être réglé. C'est votre chiffre d'affaires. Ça correspond en fait au nombre d'affaires que vous avez traitées dans un mois considéré. Un mois Maintenant, ou au trimestre pour ceux qui au trimestre, ont absolument. choisi. Je prends le mois parce que c'est un peu plus facile et enfin, un peu moins important. Mais au Mhm, trimestre aussi, c'est le même problème. oui. Par contre, votre client, quand il va recevoir la facture, ben, soit il vous règle tout de suite et donc il va vous régler dans le mois, soit il peut vous régler 3 mois après. Imaginez que je fasse des factures pour un montant de 100 euros. Mhm, J'aurais facturé 100 euros, donc j'aurais 100 euros de chiffre d'affaires. D'accord? J'aurais 100 euros, j'aurais facturé 100 euros, j'aurais 100 euros de chiffre d'affaires. Mais sur ces 100 euros, l'intégralité de mes clients ne m'aura réglé que 80 euros. 80 euros sera le montant que je vais déclarer à l'URSSAF parce que ce sera le montant perçu dans le mois considéré. Et du coup, les 20 Bah, les 20, vous les correspondent. déclarez au moment où ils auront été réglés. S'ils sont Mhm, réglés 2 mois après, ils viendront en déclaration 2 mois après. mhm, mhm, mhm. OK. OK? Mhm. Vous avez Donc aussi ça, dans les obligations de l'entreprise individuelle l'obligation de la souscription d'une assurance professionnelle oui, oui, automatique. alors c'est vrai que nous, l'avantage qu'on a, c'est Vous que avez des assurances dédiées, je crois. exactement, maintenant, la plus connue, c'est Medinat, elle est vraiment, à destination des praticiens du bien-être, donc moi je recommande et c'est simple en fait, c'est logique. Mhm. Après, il y a certaines banques, qui peuvent aussi, assurer. Faut se renseigner. Je sais Mhm. qu'Allianz aussi, fait des assurances professionnelles. Donc Absolument, après mais généralement, tout ce qui est les banques d'entreprise proposent effectivement des assurances professionnelles. mmh, Maintenant, attention au montant qui est proposé. exactement, Toujours tout à pareil. fait. Mmh, c'est ça. C'est qu'après, en fonction de où on va, le prix peut changer. Mmh. Absolument. Et également, alors, bon, vous avez probablement un autre terme chez les réflexologues ou du moins les professions paramédicales, mais la tenue d'un livre d'achat et d'encaissement, en fait, la tenue d'un livre de facturation quelque part, d'un listing de facturation. Mmh, mmh. Oui, oui, on se comprend bien, oui, oui, la tenue des comptes, quoi. Voilà, la tenue des comptes. Mais pourquoi d'autant plus, et on va le voir par la suite, parce que la tenue de ce livre de compte, en fait, Mmh. va vous permettre d'avoir au fur et à mesure le montant cumulé de chiffre d'affaires des prestations facturées. Et ça va avoir un impact pour ce que l'on va voir après, puisque ça va avoir un impact sur l'application ou pas de la TVA. Mmh. Et également, ça permet un suivi en cas de contrôle. Exact. Mmh, tout à fait.
Et donc, on y arrive. Les seuils des entreprises individuelles. L'entreprise individuelle, elle a deux seuils, en fait. Elle a un seuil pour lequel, en dessous duquel et jusqu'auquel on ne va pas appliquer de TVA, Ouais. et un seuil au-dessus pour lequel on va être dans l'obligation d'appliquer la TVA. Ça, c'est une première chose. Comme vous le voyez sur le tableau là que j'ai mis, en 2022, les praticiens de bien-être vont se trouver dans la catégorie des prestations de services. Oui. Ici. Donc, vous avez la possibilité de d'avoir un chiffre d'affaires entre 0 et 34 400 euros. Tant que vous restez dans cette fourchette-là de chiffre d'affaires annuel, je dis bien, vous n'avez pas d'application de TVA à faire. Vous avez juste la mention à mettre dispense de TVA, article de mémoire 293 bis du Code des impôts, je crois. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Si par contre, dans l'année, vous dépassez ce seuil de 34 400 euros, vous allez donc naviguer entre 34 401 euros et le plafond total de la micro-entreprise qui est de 72 600 euros pour l'année. Sur cette deuxième tranche, vous allez être dans l'obligation de facturer une TVA à 20%. TVA qu'il vous faudra déclarer, bien entendu, aux impôts. Et comme vous serez en déclaration de TVA, vous pourrez être aussi en TVA récupérable. Ça veut dire que tous les frais que vous allez payer et sur lequel vous pourrez faire, sur lequel il y aura une TVA, viendra en déduction. Autrement dit, je facture 100 euros, je suis sous le régime de la TVA, je facture 100 euros de base, plus TVA à 20%, donc 20 euros, ça me fait 120 euros. D'accord? Jusque-là? Oui, impec. OK. Cette TVA de 20 euros, vous allez la déclarer aux impôts. C'est une chose. Mais dans le même mois, j'aurais été acheter des crayons de couleur, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Vous allez aller acheter des crayons de couleur pour 12 euros au total, c'est-à-dire 10 euros hors taxe plus 2 euros de TVA. OK? Ces 2 euros de TVA, vous allez dire aux impôts, j'ai déjà payé 2 euros de TVA. Moralité, on va faire la différence entre les 20 euros que vous avez facturés et les 2 euros que vous avez déjà payés, puisque vous les avez payés aux commerçants. Oui. C'est comme si vous les payez aux impôts. Oui. Et donc, aux impôts, vous allez leur payer 20 moins 2, 18. Mais pour ça, il faut conserver tous les justificatifs. Et donc, en règle générale, faire appel à un comptable parce que c'est beaucoup mieux et ça évite les erreurs. Exactement. Donc, ouais. Les inconvénients de l'entreprise individuelle, c'est que le montant des prestations que vous allez facturer et donc qui vous seront réglées sont considérés pour vous comme des revenus. Alors que si vous aviez une société, ça rentrerait dans la caisse de la société sans impacter vos revenus propres. C'est là où il faut faire la distinction. Voilà. Mais sur une entreprise individuelle, ça va être considéré comme revenu, donc en fait, ça va impacter le montant de vos revenus personnels. Tous les frais que vous allez exposer, vous ne pourrez pas les rembourser puisque c'est vous qui allez les payer en fait. Et comme vous allez avoir des revenus qui sont des règlements qui sont considérés comme des revenus, c'est comme si vous aviez
vous avez votre salaire et vous allez chez votre boucher, vous achetez un morceau de viande. Ok. Par contre, vous ne pourrez pas les déduire, mais quand vous allez faire votre déclaration à la fin de l'année, déclaration de revenus, j'entends, les impôts, eux, vont appliquer une décote qui sera une décote moyenne, en fait, qu'ils ont déterminée et qui fera que vous aurez un abattement sur le montant total de ce que vous aurez encaissé. C'est clair. Et donc, voir avec les impôts pour plus de précision, parce que je ne suis pas vraiment fiscaliste. Ensuite, vous allez effectivement devoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, payer des cotisations sociales à l'URSSAF, qui sont en gros, qu'on évalue en gros pour éviter d'avoir trop de surprises à un quart des montants que vous allez percevoir. Comme on dit, vous allez percevoir 100 €, vous en mettez 25 de côté pour l'URSSAF. Et donc, on l'avait dit, vous avez une obligation de déclaration, qu'elle soit mensuelle ou trimestrielle. Ça, c'est une option que vous faites à la création de la société. Donc, à déclarer le montant de ce que vous avez perçu. Soit vous avez une option mensuelle, vous déclarez mensuellement. Et vous devez noter de faire votre déclaration au maximum le dernier jour du mois considéré à midi. Si vous le faites à 1 heure, maintenant avec l'informatique, vous aurez les 51 € de pénalité parce que vous serez en retard. Sur des options trimestrielles, pareil, vous avez des échéances fixes qui sont 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier de l'année suivante à midi. Vous le faites à 11h59, c'est bon. Vous le faites à midi 1, vous avez 51 € de pénalité. Et donc, vous avez ce fameux seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. C'est le seuil que je vous ai montré au-dessus, qui est donc effectivement les 34 100 TVA et 72 600 annuels, si vous êtes soumis à la TVA. Seulement, quand on crée une entreprise, effectivement, tous ceux qui créent une entreprise ne se disent pas, compte tenu de ça, je vais créer mon entreprise au 1er janvier, comme ça, ce sera très, très simple. Enfin, je suppose qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être créé ou qui ont peut-être dans l'idée de créer le 1er mars, le 1er avril ou le 1er mai ou autre chose. Donc, dans ces conditions-là, le montant annuel à ne pas dépasser se fera ce qu'on appelle au prorata temporis. Imaginez que vous créez votre entreprise individuelle le 1er juillet. C'est que le montant annuel est de 72 000, je ne sais plus le chiffre en tête, 72 600 pour une année. Mais si vous le créez au 1er juillet, vous allez exercer pour juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 6 mois. Ça veut dire que le montant à ne pas dépasser, il va falloir que vous le calculiez vous-même avec une règle de 3. C'est-à-dire prendre le montant annuel à ne pas dépasser, le multiplier par le nombre de jours d'exercice, donc juillet 31, août 31, septembre 30, octobre 31, novembre 30, décembre 31. Donc on fait le cumul de tout ça, et divisé par le nombre de jours dans l'année. Et ça vous donnera pour votre première année d'exercice le montant final à ne pas dépasser pour éviter de passer sur une autre forme de société. Oui, parce qu'il faut rappeler que, effectivement, la bascule peut se faire très vite. Hein. La bascule peut se faire très vite, absolument. Alors, c'est vrai que en cours d'année et puis devoir basculer et de sortir du régime de la micro, ça arrive. Sortir du régime de la micro, il y a quand même des dérogations, puisque si vous sortez, par exemple, la première année, si vous dépassez un petit peu le chiffre et que la deuxième année, vous restez dans les clous,
vous pouvez rester en régime de micro, Mhm. en régime d'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, oui, excuse-moi. Absolument. Intéressant. À contrario, pardon? Non, je disais que c'est très clair. À contrario, si effectivement le montant annuel maximal pour l'entreprise individuelle peut être impacté par la date de création de l'entreprise, le seuil au-delà duquel la prestation est soumise à TVA, elle, lui, ne bouge pas. Si je reprends mon exemple d'avant, mon entreprise que j'aurais créée au 1er juillet, le plafond ici de CA va effectivement être impacté par la durée d'exercice de la première année, ce que l'on a vu tout à l'heure. Ok, vous l'avez toujours en tête? Oui, mais, oui, c'est visible sur la présentation. Oui. Voilà. Mais par contre, le montant au-delà duquel vous devrez appliquer la TVA sur vos prestations, lui, il ne bougera pas. Que vous ayez 6 mois d'activité, 3 mois, 1 mois ou 1 an, il restera à 34 400. Impeccable. Donc, là, j'en suis là. Donc, effectivement, c'est ce que je dis. Il convient quand même d'être vigilant sur le cumul de chiffre d'affaires, parce que là, vous avez quand même quelque chose qui est à jouer et qui est aussi à conscientiser quand vous allez créer votre entreprise pour la fixation du montant de vos prestations. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, la première année, on va se dire, ouais, ben, la première année, 34 000, je ne les atteindrai pas. Il suffit d'avoir un coup de peau et vous vous retrouvez avec 100 000, vous faites comment? Ou vous vous retrouvez avec 40 ou 50 000 et vous n'avez pas tenu, en fait, votre cumul de chiffre d'affaires. Comment vous savez que vous avez dépassé le taux qui vous permet de ne pas appliquer la TVA? Vous n'en savez rien. Oui. Ben, c'est là qu'on se dit, c'est intéressant d'avoir recours à un comptable, quoi, parce que moi, ça m'est arrivé. Donc, effectivement, heureusement que, voilà, on ait pu se rendre compte de ça et de rebondir pour pouvoir ne pas avoir plus de problème par la suite. Oui. Il y a ça. Et puis, il y a le fait aussi que la fixation de votre tarif de prestation, vous le fixez quand vous démarrez et que vous n'êtes pas soumis à TVA. Imaginez que vous fixiez à 100 euros. Je ne connais pas le montant de vos prestations, mais 100 euros est quelque chose de facile. Vous commencez, vous le fixez à 100 euros. Et puis, vous avez pas mal de patientèle, vous faites pas mal d'interventions. Et vous dépassez ce seuil de 34 400. Ça veut dire que la prochaine facturation, ce n'est pas 100 que vous allez facturer à votre client, c'est 120. Ça peut avoir un impact sur votre, comment dire, sur la façon dont vous serez vu par vos clients, sur le montant peut-être excessif de votre prestation. Vous voyez? Oui, effectivement, c'est pour ça que c'est important de vraiment bien connaître toutes ces informations, parce que c'est vrai qu'après, on peut être impacté et effectivement, le client peut ne plus s'y retrouver du coup. Voilà. Et En c'est bien. sachant que les tarifs excuse-moi de te couper, les tarifs des prestations, elles varient d'une région à une autre aussi. En plus. En plus, parce qu'il y a des personnes, si on est au fin fond de la Creuse, on ne peut pas facturer comme si on était dans les Yvelines, par exemple, ou si on Ou est en dans Haute-Savoie. Paris 16, on est d'accord. On est d'accord. Donc c'est vrai que c'est pareil, les prix restent quand même assez libres, mais voilà, c'est des informations qu'il faut vraiment prendre en compte pour pouvoir pas être impacté par la suite. Ouais. Tu fais bien de le préciser. Complètement. Et donc, c'est pour ça que dépasser effectivement le seuil du régime dérogatoire de la franchise de TVA, ça entraîne, c'est ce que l'on vient de dire, effectivement, la facturation de la TVA à vos clients, la déclaration obligatoire, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, aux impôts du montant de la TVA que vous allez les facturer, mais aussi de celles que vous allez payer à d'autres fournisseurs ou à d'autres prestataires. Et donc,
la récupération de la TVA sur les achats professionnels, ce qui implique l'obligation de conservation de l'intégralité des justificatifs et donc aussi la création d'une comptabilité beaucoup plus élaborée que juste j'ai reçu et j'ai payé. Parce que vous avez les déclarations de TVA, derrière vous pouvez avoir des amortissements, etc. Et donc, ça amène aussi les frais supplémentaires quelque part d'avoir un comptable, donc d'avoir un bilan, donc d'avoir voilà, d'autres frais qui arrivent aussi et dont il faut avoir conscience quelque part. Ça implique également, quand on dépasse le seuil de la micro-entreprise, c'est-à-dire quand on a un chiffre d'affaires qui est supérieur à 72 400, la bascule au niveau fiscal au régime de la déclaration contrôlée. Et donc, de pouvoir effectivement avoir la totalité des justificatifs, etc. Parce que là, vous pouvez effectivement avoir aussi la possibilité plus, comment dire, plus réelle de pouvoir vous choper des contrôles fiscaux. Effectivement, donc c'est vrai que vis-à-vis des impôts, vous avez aussi des mécanismes un petit peu de tolérance qui sont mis en place par les impôts sur beaucoup de secteurs. Donc moi, si vous êtes dans ce cadre-là, je vous invite vraiment à aller voir le service entreprise des impôts pour pouvoir vraiment avoir la possibilité de vous renseigner, de prendre vraiment des renseignements, notamment sur les pourcentages appliqués, etc., etc. Autre chose, quand vous êtes en micro, qui est important et dont on ne tient pas forcément compte, c'est le fait que vous allez être soumis à la CFE, c'est-à-dire à la contribution financière des entreprises. Et c'est une contribution qui, généralement, même si elle est calculée en fonction aussi du chiffre d'affaires et de la région dans laquelle vous êtes, parce que c'est une cotisation qui est régionale, qui est calculée régionalement, elle est quand même assez importante. Juste pour vous donner un exemple, moi aujourd'hui, je suis en SASU. Au niveau de la CFE, je déclare 1 mètre carré puisque l'activité de coaching ne me demande pas d'avoir des mètres carrés absolument énormes. Et dans les Yvelines, la CFE, j'en ai pour 489 € pour l'année. C'est juste vous donner un petit peu un rapport ou un exemple de ce qui est. Et donc, voilà. Après, vous avez effectivement au niveau des impôts la possibilité, tant que vous n'avez pas basculé sous le régime de la déclaration contrôlée, donc que vous êtes en entreprise individuelle et que vous faites votre déclaration d'impôt en fin d'année, les impôts vont déduire un forfait de 34% sur le montant de la déclaration que vous allez faire et qui va correspondre en fait aux frais que vous avez exposés et que vous ne pouvez pas déduire en matière de micro. Si vous passez dans matière de régime de déclaration contrôlée, ces 34%, vous ne les aurez plus. Par contre, vous aurez effectivement la déduction de tous les frais que vous aurez exposés, je dirais à l'euro près quelque part. Donc, quelque chose aussi à percuter quand vous allez vous installer, c'est-à-dire de faire le total en fait de vos charges, le total des charges que vous allez avoir à payer, y compris d'ailleurs tout ce qui va être les crédits pour le matériel, la location éventuellement par exemple d'un cabinet si vous travaillez en dehors de chez vous. Si vous travaillez chez vous, ça peut être aussi une participation d'électricité, du téléphone, d'Internet, enfin voilà. Mais vraiment faire le calcul et projeter le nombre de clients, en fait, faire un prévisionnel. Projeter le nombre de clients que vous pensez pouvoir avoir pour pouvoir savoir si le montant de vos frais est supérieur ou inférieur à 34% de votre chiffre d'affaires.
parce que ce bascule de déclaration contrôlée, c'est une option qui vous est donnée à chaque début d'année de pouvoir basculer entre le, comment dire, le régime fiscal de l'entreprise individuelle ou le régime fiscal de la déclaration contrôlée. Vous avez des gens qui font moins de 72 000 euros, mais qui sont en déclaration contrôlée. Ça, c'est Tout à fait. aussi une évaluation à faire. Oui, Étant tout à fait. précisé quand même que vis-à-vis des impôts, si vous faites l'option soit de l'un, soit de l'autre tous les ans, au bout de 3 ans, vous êtes sûr d'avoir un contrôle fiscal. Ah oui, Le fait, bah oui, parce que pour les impôts, le fait de basculer d'une année sur l'autre en fonction de ces deux régimes, ça peut amener une notion de dissimulation fiscale. exactement. Donc, Exactement. attention à voir Mm. ce que vous avez, quel est le bénéfice que vous pouvez avoir Mm. à faire une option. Sachant que la bascule, on peut la faire à partir du début d'année jusqu'à mi-mars à peu près. Après, c'est plus possible, c'est trop compliqué. OK, et ça se fait généralement avec un courrier commandé AR, me semble-t-il. C'est Oui, une option qui se fait par courrier commandé AR. exactement, au centre des impôts des entreprises. Et c'est eux qui, enfin, c'est l'URSSAF après qui donne son accord ou pas. OK, parfait, très bien. Donc, voilà. Voilà, eh bien écoutez, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire Eh aujourd'hui bien, écoute, sur l'entreprise, enfin sur c'était l'entreprise individuelle. c'est très, 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 très intéressant et même voire, indispensable, parce que déjà rien que là, sur cette présentation qui est quand même assez simple, tu as pas utilisé des termes techniques. C'est pas juste je me lève le matin, je crée mon entreprise et puis je verrai, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans son projet puis qu'on se développe, effectivement, on peut se retrouver dans des cas de figure que tu as cités. Et Absolument. il faut être très, très, très réactif parce que, bah, en face, on a des entités qui rigolent pas, en fait, hein. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'au bout d'une année ou deux, si on voit qu'effectivement on va dépasser en fait ce fameux seuil d'entreprise individuelle de 72 400, on a effectivement intérêt à ce moment-là à voir derrière les autres à passer alors soit en regroupement, soit en déclaration contrôlée, puisque ça permet d'aller au-delà aussi des 72 000. Oui, parce qu'il y a pas de plafond, c'est limité. Voilà, il n'y a pas de plafond non plus. Voire peut-être de faire le calcul du bénéfice que l'on peut peut-être avoir à créer une SAS ou une SASU, puisque c'est possible effectivement pour des libéraux Ouais. de créer effectivement une SASU ou une SAS, puisque là, on a vraiment, une séparation des patrimoines. Mmh. Dans l'entreprise individuelle, on n'en a pas. On n'en a On pas. a également le fait que les prestations qui vont être faites et donc qui vont être réglées rentreront dans la trésorerie de De l'entreprise et l'entreprise, n'impactera pas les enfin revenus de la société, personnels du du coup. praticien. Ouais. Absolument. On aura la possibilité de, comment dire, déjà de pouvoir avoir accès à des formations par les OPCO, etc. Il n'y a pas de. Voilà, Oui. il y aura ces possibilités-là. La possibilité aussi de la déduction des frais ou du remboursement des frais si vous les avancez à titre personnel. Mmh. Tout à fait. Si je vais au restaurant et que je paye avec ma carte à moi et que j'ai une entreprise derrière, eh bien, il me suffit de demander une facture et je vais en fait me faire rembourser par ma société. Exactement, exactement. Donc, Tout comme les formations, comme tu l'as précisé, où là, on peut avoir accès à des OPCO ou au FIF-PL. Et voilà. effectivement, on peut se faire financer, puisque, bah, nous, là, essentiellement, je parle pour le cas des réflexologues, on est en formation continue, en sachant qu'on peut avoir des prises en charge jusqu'à 750 €, mais c'est moyennant, faut regarder le temps d'activité puisqu'on a cotisé, ou voir une formation complète, ça peut aller jusqu'à 2 500 € quand même. Donc c'est Oui, vrai que,
c'est important d'avoir une vision assez claire du projet au départ pour pouvoir vraiment, en réalité, être gagnant sur tous les plans, en fait. Vous avez ça, et comme tu dis si bien, la formation est prise en charge. Mais si Oui. éventuellement, toi, par exemple, qui est sur le bas de la France, si la Mmh. formation elle est à Lille, il va encore falloir que peut-être que tu avances l'hébergement, les repas, etc. Exactement, Si tu as une exactement. société, c'est pris en charge par ta société, si effectivement c'est la société qui est le demandeur à la formation, en fait, c'est pris Mmh. en charge par la société et toi, tes revenus ne sont pas impactés avec ça. Exactement, exactement. Mais je pense que ce sera le sujet peut-être d'un autre webinaire, on verra en fonction. Mais Et c'est voilà, toujours je est-il que, pense qu'il faut l'information, elle soit vraiment présentée de manière claire pour que la personne s'y retrouve. Parce que chaque cas est différent, et puis c'est surtout qu'on peut évoluer dans le parcours, en fait. bien sûr, La micro-entreprise peut correspondre en début d'activité et puis en milieu, ben, on peut se réveiller et se rendre compte que: «Ah non, mais finalement, ça me convient plus parce que, bah, je commence à monter à évoluer et puis, bah, j'ai aussi des charges, mais à un moment donné, ces charges, elles sont pas déductibles, donc on s'y retrouve pas» et cetera et cetera. Donc c'est vrai que absolument. c'est important d'avoir, ces infos et franchement, merci pour ce webinaire parce que c'était clair. J'espère que, on aura pu répondre, à un maximum de personnes. Bon, moi, en tout cas, les questions que tu as, les réponses que tu as apportées, bah, ça vient aussi du fait des questions qu'on m'avait posées au sein du groupe. Donc, je pense que là, il y a largement de quoi de quoi faire et je pense que c'est déjà très bien pour commencer, en fait, hein. Non, mais de toute façon, après, effectivement, tu as eu la gentillesse de faire appel à moi. Donc, si certaines personnes veulent effectivement des précisions ou un petit peu plus, et qui n'hésitent pas non plus éventuellement, soit par ton intermédiaire, soit directement, puisqu'on me retrouve moi Oui, sur mon profil Facebook, à oui, tu es revenir dans le groupe, donc ils éventuellement peuvent directement te contacter dans si le elles ont groupe, besoin, donc puisque ça, tu as c'est eu la bien. gentillesse de m'y admettre. Et, et qu'on Normal. n'hésite pas effectivement à poser les questions. Si j'ai les capacités pour y répondre, ce sera effectivement avec plaisir. Mais oui, vraiment, il faudrait faire attention vraiment quand on sort d'école, en fait, parce que tous ces problèmes-là, bien souvent, on les voit après et on les voit quand on est dans le mur. Donc, c'est peut-être bien de réfléchir un peu avant. Tout à fait, surtout que, le milieu enfin, je crois que 2022, on a explosé les records au niveau de la création d'entreprises. Mm. Moi, je sais, mais déjà rien que nous, ici, il y a eu pas mal de créations d'activités, en ligne ou dans le secteur du bien-être, et de l'accompagnement. Donc c'est des informations qui tombent à pic pour certains et puis là, récemment, on a eu l'information aussi que dès le mois de janvier, 40 des frontaliers, puisque je suis frontalière, seront en télétravail, donc je te laisse imaginer. Il y a Oui, certaines personnes qui vont peut-être se poser la question de se lancer, de créer leur entreprise et ils pourraient, être freinés par le manque d'informations ou la peur de se retrouver dans des situations, complexes. oui, oui, Donc vraiment complètement. merci Après, c'est d'être vrai que venu. sur les réflexologues, travailler en télétravail, à mon avis, c'est peut-être un petit peu plus complexe, quelque part. Jusqu'à maintenant, ça existe pas de la réflexologie à distance. Moi, je ne connais pas. Après, pour les autres les Ah, autres via praticiens, la communauté, y a-t-il quelqu'un qui travaille à distance? et ce webinaire peut lui servir aussi puisque, bah, ça peut servir aux praticiens, énergéticiens, naturopathes, toutes les activités de conseil en finale. Oui, et De puis conseils peuvent être, peuvent absolument. tirer, parti de ce que tu nous partages là. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que l'entreprise individuelle, pour démarrer, c'est effectivement un statut en fait de test quelque Oui, part.
C'est un statut de test, c'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir son entreprise salariée ou être au chômage. Enfin, on peut être salarié, on peut être au chômage ou autre chose. Et si on a envie de tester quelque chose, on a cette possibilité puisque le statut en lui-même n'est pas si contraignant que ça. Exact. Donc, à voir si ça marche ou pas. Et puis, si effectivement ça commence vraiment à se développer, c'est là où il faut vraiment faire le point aussi et envisager après, au niveau du développement, comment on peut avancer. Exactement, exactement. C'est vrai que faut pas se leurrer. C'est un statut qui est quand même relativement facile en termes de Oui, gestion. Moi, personnellement, et après ça dépend, c'est au cas par cas. Moi, personnellement, il me convenait plus, bah, parce que, ben, voilà, par rapport à ma situation et puis le fait que je me suis développée et et cetera. Mais c'est bien de le tester au moins sur une année. Ça nous met le pied à l'étrier, ça nous fait prendre aussi conscience des responsabilités qu'on a en tant que futur chef d'entreprise et je dirais qu'à partir du moment où ça marche pour soi, il faut vite en sortir en fait. Mais ce n'est que ce mon sera le mot avis, de hein. la fin. Ce sera le mot de la fin. La suite au prochain épisode. Absolument. Avec la société, pourquoi pas? On verra. Ouais. Ok. Eh ben écoute, on est dans les temps impartis. Vraiment, merci Eliane. Franchement, ça a été, j'espère que ça vous a apporté. Moi, ça m'a fait un petit refresh, donc c'est génial. De toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu fais partie du groupe, donc si les personnes sont intéressées, elles pourront et il y a pas de souci, moi je fonctionne à fond réseau, elles pourront venir te contacter, te poser des questions Bien sûr. et Ce sera puis, avec plaisir. voilà et si moi j'ai, des collègues bah, c'est avec plaisir que je te les envoie parce que j'ai confiance et je préfère, mettre en contact les personnes, avec des gens dont qui c'est le métier, la création d'entreprise, nous on prend des petites ébauches à droite à gauche, mais c'est vrai qu'être accompagné par un professionnel, c'est beaucoup mieux. Voilà, Contact. c'est parfait. Très bien. Merci Eliane. Merci à toi. Et puis merci à tous et très belle soirée. Merci Et beaucoup. très belle fête de fin d'année. Également, à bientôt. Au revoir. Ciao.